Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Allô? Vous, moi, les gens dans le studio, depuis quelques jours, nous avons tourné une nouvelle page. Nous sommes passés de 2019 à 2020. Je suis heureux. Et vous? Qu'est-ce que 2020 nous réserve? Aucune idée. Je vais commencer par une excellente nouvelle pour les gens de la télévision communautaire, pour moi aussi qui ai le privilège d'animer l'émission Réflexion sur la vie. Nous sommes passés de, je ne connais pas le nom du système, mais à du HD, ce qui veut dire que l'émission est maintenant captable à la chaîne 705. Donc, on a passé de 105 à 705. Et on me dit qu'au plan technique, ça a apporté certaines modifications. Je profite de l'occasion pour remercier les gens de Daily Telecom. Daily Telecom qui ont permis et qui permettent que maintenant le 105 soit devenu 705 et surtout en mode HD. Donc, haute définition. Je ne m'y connais pas du tout là, dans les termes techniques. Pour ceux qui syntonisent l'émission pour la première fois, je m'appelle Gaston Bordage. Avec les membres de l'équipe ici de la télévision communautaire, j'ai le privilège d'animer une émission qui s'appelle Réflexion sur la vie. Sans prétention, j'ai développé des sujets. Je pense qu'on est à la 22 ou 23e émission. Je vais faire un petit retour aussi dans le temps pour vous dire, la dernière émission, je vous souhaitais un joyeux Noël. J'espère que ça a été le cas. Noël, on ne peut pas oublier qu'il y a des gens qui, le soir de Noël, ont dormi dans la rue. On peut garder aussi à l'esprit qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé comme on a pu manger. On peut penser à des gens qui ont perdu leur emploi au cours du mois de décembre et qui risqueraient, au début de 2020, là, devenir ce qu'on appelle des BS. J'ai été BS 2 fois. Je sais de quoi il en ressort. On peut penser aux gens du troisième âge qui n'ont pas eu de visite, qui sont en CHSLD ou ailleurs, qui n'ont eu aucune visite durant les fêtes. On peut regarder ce que nous, on a vécu, comment on l'a vécu, puis réaliser qu'on est fichument chanceux. En ce qui me concerne, disons que sans prétention, je suis un abonné au mot « merci ». Merci pour moi. Et puis des fois, j'ai même écrit à un moment donné que je le trouvais même réducteur par rapport au sentiment de gratitude que je pouvais avoir. Vous pouvez comprendre que par rapport à ce que j'ai connu, et qui a été le titre là, des 6 dernières émissions, je pense, l'enfer. Et là où je suis aujourd'hui, veut dire, le mot « merci », il a définitivement sa place. Et ce mot « merci »-là, je le dois à un paquet de monde. Un paquet de monde. Si on faisait un party de Noël ou un party de jour de l'an, auquel party nous inviterions, en fait, toutes les personnes qui ont contribué au fait que je sois ici aujourd'hui, on commencerait par inviter Ghislain et Marc-André à faire partie de la gang, puis ça prendrait une très, très grande salle pour dire merci à tout ce monde-là. Réflexion sur la vie, depuis septembre, on a entamé la lecture et les commentaires d'une série d'articles que j'ai eu le privilège de voir publiés dans le journal Montréal Campus de l'Université du Québec à Montréal en mars 2019. L'article s'appelait Réflexion ou chronique d'un ex-détenu. On a changé ça à la station, puis on a appelé ça l'enfer parce que j'ai connu l'enfer. Il y a d'autres enfers que pires que les miens, j'en suis conscient. Tout événement, le qualificatif qu'on a donné à l'émission, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, on va passer de l'enfer, qui était celle de la période du drame comme tel, celle de la prison, du pénitencier. Puis là, je m'en viens là, en société, tranquillement. Là, je suis en réhabilitation. Je vais faire un léger retour sur la dernière émission et la lecture du texte là, que je vous ai partagé.
Important ici de mentionner que je coûtais, comme tous mes confrères co-détenus, environ 300 $ par jour aux contribuables canadiens. Vous comprenez que je suis au pénitencier. Je passe devant la commission des libérations conditionnelles et je fais une parenthèse pour dire que tout le temps que j'ai été détenu, j'ai coûté au bas mot environ 100 000 $ par année aux payeurs de taxes et d'impôts. Puis je répète, pas à ceux qui font affaire avec des paradis fiscaux, là, ni ceux qui travaillent au noir. Les paradis fiscaux n'ont pas contribué à payer leur quote-part du 100 000 $ que j'ai coûté par année. Il y avait une demande de libération qui avait été formulée. La demande de libération, elle a été acceptée avec plusieurs conditions. Donc, le 19 mars 1991, je quitte l'université. Pour ceux qui étaient absents de cette émission-ci et des émissions précédentes, l'université, j'avais appelé ça l'université soit du crime ou bien l'université de la réhabilitation. Et comme détenu, j'avais le choix de soit poursuivre ma carrière criminelle ou choisir la réhabilitation. En ce qui me concerne, avec beaucoup d'aide et beaucoup de sensibilisation, j'ai choisi la voie VOIA, puis j'ai écouté possiblement la voie VOIX là, de la réhabilitation, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en votre présence avec vous, dans votre salon ou dans votre sous-sol, dans votre résidence. Donc, le 19 mars, fête de Saint-Joseph, en passant, je quitte l'université avec derrière moi grillage, porte en acier. Les portes en acier, je l'avais dit dans l'autre émission, là, quand ça ferme, là, ça résonne. Les barbelés, les guérites, les postes d'observation des gardiens autour du pénitencier, couvre-feu nécessairement. Puis je quitte aussi des intervenantes et intervenants de grande qualité. Oui, il y a dans le milieu carcéral des femmes et des hommes qui ont des comportements qui ne sont pas, je dirais, dignes de leur mission. Mais ça, on retrouve ça partout. Ce n'est pas une question, puis ce n'est pas la généralité. C'est quelques-uns. J'ai eu affaire à des intervenants de très, très grande qualité qui m'ont sensibilisé sur le pourquoi j'étais en prison. Le cœur gros, je parle laissant aussi derrière moi des chums, ceux ayant contribué à mon besoin et désir de réhabilitation. Le monde carcéral, c'est le même monde que la société en dehors des murs de prison, là. C'est des groupes. Où j'étais à Cowansville, un groupe de peut-être 400-425 détenus à l'époque. C'est une société en soi, que ses forces, ses faiblesses. On est tous là pour la même raison. Nous avons commis un crime. De rares exceptions, de très rares exceptions de gens qui étaient là alors qu'ils n'étaient pas auteurs de crime, mais là, je ne peux pas donner de statistiques que je ne m'y connais pas. On avait un point commun, c'était le crime, puis on avait le choix. Soit je continue dans le crime ou bien je me réhabilite. Et je répète, moi j'ai choisi avec d'autres, puis avec aussi la complicité de d'autres co-détenus qui, ensemble, on parlait de notre besoin de nous réhabiliter, puis ensemble, en prison, on en a parlé. On avait une réunion le samedi soir, entre autres, qui s'appelait Discussion, oui. À l'époque où j'étais, c'était Discussion 91 pour 1991. Et un groupe de détenus, des fois, on montait jusqu'à 14, entre 8 et 14 gars. On avait un thème précis, on avait un animateur, puis ça touchait nos valeurs. Fait qu'en prison, avec d'autres co-détenus, on a questionné nos valeurs, et surtout celles qui nous avaient conduits à nous retrouver en prison. Et ce genre de rencontre-là, bien, ça contribuait nécessairement à des prises de conscience, à des examens d'abord de conscience. Puis une fois que l'examen était terminé, bon, il y avait une prise de conscience qui se faisait et il y avait des décisions qui se prenaient quant à notre avenir en tant qu'individu, parce qu'un jour ou l'autre, nous serions remis en société. Et là, ben, on verrait bien de quelle façon on avait vécu notre réhabilitation. Donc, j'ai laissé des chums. Ils ont donné des prénoms. Bob. Bob avait 17 ans de prison. Paul, un bonhomme du milieu, je pense, du milieu organisé. Guy, mon Dieu, Guy, enquête Malouf, construction du stade olympique. À un moment donné, ça a joué du gun et Guy avait joué du gun, semble-t-il, dans cette histoire-là du stade olympique. D'autres chums, bon, je n'ai pas des noms qui me viennent à l'esprit, mais vraiment des gars là, qui m'ont aidé, que je répète
qu'on retrouvait généralement, soit au gymnase, soit à la bibliothèque, mais plus précisément, les vrais gars de réhabilitation, puis je ne veux pas faire de religion, là, on les retrouvait à la chapelle. Chacun avec nos besoins d'ordre spirituel et de valeurs qu'on avait moffés, là, comme ça, là, bien moffés. Fait que ces chums-là, je les ai restés, Louis le cœur gros. Et la première destination, ben, c'était maison de transition. Dans mon cas, Saint-Jérôme, dans le nord de Montréal. J'y ai fait 6 mois. Il y a des gens qui pensent que parce qu'un détenu est libéré de prison, que ça fait de lui un être humain libre. Mon expérience personnelle, totalement faux. Je suis sorti de prison ou de pénitencier en 1991 et j'étais encore extrêmement prisonnier. Pour ceux qui ont vu une des premières émissions, je vais rappeler qu'une ex-belle-sœur m'avait écrit pendant que j'étais à la prison d'Orsainville en 1989. Puis dans sa lettre, elle me disait « Gaston, tu es en prison pour te libérer de tes propres prisons. » Cette belle-sœur-là, elle avait vu tellement juste. La prison, ça peut servir aussi à ça, à se libérer du carcan des valeurs que nous avons faussées dans nos vies. Donc, 19 mars 1991, je suis libéré du pénitencier, mais je me retrouve en société et je suis très prisonnier parce que je n'ai pas tout réglé mes prisons intérieures. Celles des valeurs, entre autres. À Saint-Jérôme, j'ai travaillé avec un psychologue, entre autres. Je donne son prénom, Luc. Bonhomme, à mon niveau à moi, fantastique. Extrêmement sensible. Bonhomme intelligent. Il m'a posé des questions, là. Il va caricaturer, OK, ça va, là? Meurtrière. Je ne suis pas mort, c'est pas ça, mais c'est... Meurtrière dans le sens que... Non, je vais reprendre, pas meurtrière. Des questions qui ont fait mal, mais que je devais entendre pour m'aider à prendre conscience. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, on a parlé de l'enfant intérieur. Notion que moi, à laquelle j'avais été sensibilisé au pénitencier en mettant la main sur un livre à la bibliothèque comme ça, puis ça s'appelait sur l'enfant intérieur. Puis j'avais ouvert ça dans le milieu, quelque part dans le livre, j'avais lu une page, j'ai dit, ça me suffit, là, je viens de comprendre que l'enfant intérieur, chez tous les êtres humains, ça existe. Je n'ai pas la compétence pour élaborer là-dessus, mais tout événement avec Luc, le psychologue, on a aussi travaillé sur l'enfant intérieur. Luc me posait des questions sur comment se sentait mon enfant intérieur par rapport à ça, et j'étais libre d'y répondre. Je reprends la lecture de mon texte et je reviens un peu en arrière sur ce que je viens de vous dire. Me voici, physiquement libre, mais encore prisonnier des pourquoi j'ai enlevé la vie et des comment j'en étais arrivé là. Être libre de prison n'est pas synonyme de liberté. 3 points de suspension intérieure, que non. Les thérapies, le travail que j'ai effectué avec des travailleurs sociaux de très grande qualité, travailleuses et travailleurs sociaux de très grande qualité, criminologues, aumôniers de prison, parce que dans mon délit, il y avait un aspect, dans le délit de 89, il y avait un aspect aussi à caractère spirituel. J'ai eu aussi à valider avec des aumôniers de prison et d'autres, une fois que j'ai été libéré, et d'autres prêtres, là, la partie spirituelle ou spirito-religieuse de mon délit. Au cœur de ma première transition, profonde et nécessaire psychothérapie. Psychothérapie encadrée et supervisée par des professionnels du Service correctionnel du Canada, à qui le psychologue faisait rapport sur une base, je ne sais pas si hebdomadaire ou mensuelle, du type d'entrevue qu'on avait, de ma progression dans mes examens et prises de conscience. Les rencontres avec le psy, ben, j'ai écrit quelque chose ici, là. C'était une rencontre entre moi et moi. L'enfant intérieur et l'ensemble de mes chapitres d'histoire de vie. Puis en noir, là, en gras, sur mon texte, j'ai marqué « Il y a du stock ».
il y avait effectivement du stock. En thérapie, on est parti, je peux même vous dire qu'à un moment donné, personnellement, je suis parti de ma conception, là. Là, j'embarque dans un domaine, là, scientifiquement, je ne peux rien prouver de ce que je vais vous dire, donc je vais m'abstenir, mais personnellement, je suis parti de ce moment-là, pour essayer de comprendre des choses, trouver des liens, pas pour justifier, expliquer. Il n'y a pas un drame, d'après moi, qui ne s'explique pas. Il n'y a pas un drame qui se justifie. Aucun. La violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique, si même vous êtes auteur de violence, madame, monsieur, ça se peut. Votre violence, vous pouvez vous l'expliquer, mais jamais vous ne pourriez me la justifier à moi et aux autres. Si vous avez des comportements violents, c'est que vous avez des problèmes personnels. Il y a une histoire dans votre violence. Pour ceux qui peuvent reconnaître, en fait, qu'ils ont des comportements violents, bien, je vous suggérerais, c'est une suggestion, ce n'est pas un conseil, je ne donne pas de conseil, suggestion. Attendez-vous-y, là, puis peut-être qu'il serait bon que vous fassiez une petite démarche. Il y a tellement d'organismes, que ce soit ici dans l'Est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, qui viennent en aide, je pense à Cétacé, à Rimouski, entre autres, là, qui peuvent vous aider. La violence, c'est très, très malsain. Et ça s'explique. Je fais 6 mois à Saint-Jérôme, extrêmement profitable. J'avais choisi Saint-Jérôme comme maison de transition parce que c'était en dehors du milieu urbain. Je n'avais pas la capacité, je dirais, intellectuelle ou psychologique de vivre la ville. Je n'aurais pas été capable de faire une transition dans l'action à Montréal. Ça me prenait un lieu, là, de l'air, de l'espace. Saint-Jérôme, il y avait la rivière du Nord. Combien de fois je me suis assis sur un banc dans le silence à regarder la rivière du Nord. Il y avait, la berge était vraiment fleurie. Il y avait des aménagements floraux que la ville avait montés à l'époque, qui étaient de toute beauté. Et pour moi, ça a été sortir du pénitencier, aller dans un milieu comme ça, là, ça m'a permis de me déposer puis de respirer. J'en avais besoin. Et j'avais besoin de soins aussi, c'est évident. Autant psychothérapeutique que ceux d'avoir un entourage des travailleurs sociaux, comme je parlais tantôt. Au bout de 6 mois, je demande un transfert et je me retrouve à Québec. Boulevard Benoît 15 à l'époque, maison de transition fédérale. Puis, deuxième maison de transition, poursuite de travaux en psychothérapie. Là, avec un bonhomme, Pierre, personnalité vraiment différente de Luc. Luc était le psychologue qui me recevait des fois en pied de bas. Il avait les cheveux pas trop peignés comme ça peut m'arriver de les avoir. Il écoutait du classique. En 2 entrevues, il faisait des poids haltères. Bonhomme cool. Très axé sur les sentiments et les émotions. L'enfant intérieur, c'était pas mal son domaine. Pierre était un cartésien. Étant donné que j'avais fait 6 mois sur les sentiments et les émotions, bien là, je m'en allais avec le rationnel, la logique. Et avec Pierre, on a travaillé plusieurs années, je pense, peut-être 4 ans, peut-être autour de ça. Mon homme, fort bien campé aussi de sa personne, un professionnel. Encore là, bien, j'étais dans le système carcéral puisque j'habitais une maison de transition. Et bien, vous allez noter, peut-être que vous avez noté que l'annonce maintenant pour l'émission, ce n'est plus l'enfer, mais on est rendu au purgatoire. Et là, c'est vraiment, on est sorti d'une période infernale, là, dont j'ai été responsable, et on passait à quelque chose de plus doux. Puis au fil des semaines, voire des mois, peut-être des semaines qui s'en viennent, on va tranquillement se rendre vers le ciel, mais là, sans prétention. On va mettre ciel avec un point d'interrogation, comme Marc-André a mis sur la fiche réflexion sur la vie, l'enfer, point d'interrogation, le purgatoire, ça va être la même chose, le ciel, la même chose, mais je peux vous dire que par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai aujourd'hui, bien, je suis aux antipodes. J'étais dans le noir et là, je suis dans le bleu, bleu pâle, beau bleu. Des fois, il y a des nuages comme vous. Il y a plus de soleil qu'il y en avait qu'avant et c'est comme ça. Oui,
Deuxième maison de tradition, poursuite de travaux en psychothérapie, réinsertion sociale meublée de plusieurs années de bénévolat dans un centre de réadaptation pour personnes physiquement diminuées ou victimes d'accidents. J'avais besoin de ce milieu-là. Un jour, c'est un des bonhommes qui travaillait sur moi dans mon dossier, avec mon dossier, qui m'a dit « Gaston, avec ce que tu vis, ben, je passais très difficile. Il dit, tu as deux choix d'intervention. Maison L'Aube-Rivière, rue Saint-Paul à Québec, ou Centre François Charon, c'était le nom que ça portait à l'époque, ça a changé de nom pour Centre de réadaptation. J'ai opté pour l'époque Centre François Charon. Centre François Charon. Ma mère y avait été hospitalisée 7 ans. J'étais allé la voir 2 fois. Pas fameux, hein? Un fils, là, comme fils. Ma relation avec notre mère était difficile. Elle peut s'expliquer, elle ne se justifie pas. Et le fait que je sois allé la voir seulement 2 fois sur 7 ans, ça ne se justifie pas non plus. Il y a des raisons, là, dont l'orgueil. Blessure, oui. Ça ne se justifie pas. Je me retrouve au Centre François Charon comme bénévole, là où ma mère avait été hospitalisée. Et là, j'ai à m'occuper, comme tous les autres bénévoles, de gens qui sont physiquement hypothéqués. Certains, très lourdement. On m'assigne en particulier à un bonhomme qui porte le même prénom que moi, Gaston. C'est un aphasique. Un bonhomme qui devait avoir à l'époque dans la jeune quarantaine. Aphasique qui en même temps avait des réactions spastiques. Il y avait des soubresauts des fois, là. Pas comme maladie de la tourette, mais en tout cas des soubresauts, là. Et j'ai eu le privilège de m'occuper de Gaston pendant des années. Il y avait des sorties, c'est moi qui étais son bénévole, je le faisais manger. Gaston n'était pas capable de mastiquer, il mastiquait, il écrasait sa nourriture avec sa langue. Et sa langue, c'était un muscle qui était ça d'épais. Il lui arrivait de s'étouffer des fois, là. Les premières fois, j'ai paniqué. Puis il me faisait signe, même pendant qu'il toussait, là, on me disait « calme-toi, calme-toi, calme-toi », puis il savait toujours s'en sortir. Ce bonhomme-là m'a énormément aidé. On va faire une confidence. Un 31 décembre, je passe sur la galère avec un propriétaire d'un restaurant vietnamien de la Basse-Ville, Saint-Roch. Toute une galère. Tous les deux, on part. On se retrouve à un moment donné dans une soirée pas vietnamienne, un des pays d'Asie, là, puis j'étais pas seulement magané, j'ai dansé avec les madames, là, des petites affaires comme ça, là. Et le lendemain, j'étais bénévole au Centre Charon et j'avais à m'occuper de Gaston. Gaston, il me regarde, il ne parlait pas ce bonhomme-là, là. Je des signes. Il me fait signe comme ça, il dit « Tu as quelque chose à me dire? » Il dit « Oui. » « C'est quoi donc? » Vous avez bien vu, là. J'ai dit « Tu veux dire que j'ai bu? » Oui. Puis il me fait ça de même. En voulant dire « Yuck. » Quel choc! J'ai eu besoin d'une leçon comme ça pour dire « C'est fini, là, les brosses, là. » Une ou deux journées plus tard, je m'occupe encore de Gaston. On se rencontre, il me fait signe avec sa main parce qu'il bougeait de la main droite, là. Il fait signe de regarder son portefeuille. J'ai été autorisé par les autorités à fouiller dans son portefeuille parce que j'étais son bénévole attitré. Ouvre le portefeuille, puis il me fait signe, voilà. Il me sort, je sors la prière de la sérénité des alcooliques anonymes. Gaston l'handicapé dit à Gaston, le supposément bien portant, je te suggère de lire la prière de sérénité. J'ai eu un autre choc. Je n'ai pas parlé pendant peut-être 30 secondes.
pour lui poser la question. L'alcool, il avait souffert de ça dans son enfance. La leçon à porter. Oui, j'ai viré une seule autre brosse après ça, en France, en 2002. Là, on doit être autour des années 93-94. Dans les leçons que j'ai pu retirer de mon passage à Charon, entre autres, le premier soir que je suis arrivé à la maison de chambre où je résidais, j'ai pleuré. Pleurer sur moi. Puis je me disais à moi-même, comment ces handicapés-là font-ils pour avoir le sourire, puis mordre dans la vie comme ils mordent, elle et il, parce qu'il y avait filles et garçons, là. Alors que moi, si je me mettais à leur place, est-ce que je me comporterais de la même façon qu'eux se comportent? J'ai eu de très, très belles leçons d'individus maganés, femmes et hommes, au Centre François Charon. Des gens qui gardaient le sourire, qui nous recevaient là, le matin, exemple lundi matin, Louis dans la salle de bénévoles, là, avec le grand sourire dans le visage, jusqu'en haut. Là. J'ai développé aussi des relations avec des handicapés moins lourds, mais quand même handicapés, des gens qui avaient été en bonne santé, qui étaient devenus malades. Je pense à Marie, mère de famille, 2 enfants. Après son 2e accouchement, sclérose en plaques, ça a frappé là, comme un éclair. Elle se retrouve là, avec une maladie à vitesse fulgurante. Marie, quand je l'ai connue, était dans un fauteuil électrique. Elle avait perdu, 80% de ses capacités. Et j'ai connu aussi Jean-François. Il faisait de la bicyclette, il avait 9-10 ans, puis à un moment donné, il avait fait une chute, puis on l'a amené chez le médecin parce qu'on trouvait qu'il y avait un problème de déséquilibre, dystrophie musculaire. Jean-François, 35-37 ans, le sourire fendu jusque-là, 7 jours par semaine. J'ai jamais entendu Jean-François avoir quelque chose de négatif. Il acceptait son état. J'ai fait une émission à un moment donné, dans la première série, sur le mot « attitude ». Et ces gens-là, Marie et Jean-François, entre autres, parce qu'il n'y avait pas juste eux autres, là, m'ont été des modèles de gens qui vivaient leur enfer avec une telle attitude. Puis je dirais empreinte de très, très grande dignité. Oui, ils avaient vécu leur période de révolte quand à un moment donné, ils se sont vus confinés à un fauteuil électrique. Puis à un moment donné, ils ont décidé qu'ils allaient changer d'attitude et ils vivaient. Ils avaient fait de leur handicap un genre de complice de vie. Avec tout ce que ça impliquait là, de difficultés là, au plan de la motricité, aller à la salle de bain. Il dépendait de tout le monde, tout le monde. Jean-François, il fallait que je l'embarque puis le mette sur le banc de toilette, etc., etc. Là, OK? Fait que ces gens-là, moi, je leur suis énormément redevable. L'émission achève. Je commence l'année 2020 en vous parlant de cas, là. Dites-vous que, en tout cas, moi, je me dis qu'il y a toujours pire que moi. Ça me permet d'avoir une attitude, je dirais, une ligne en haut de la ligne horizontale, qui est celle de l'attitude positive. 2020, je vous souhaite le meilleur. Amour, santé, et je dirais le maximum de ce que la vie, petit et grand V, nous offre de beau et de beau. Oui, avec tout ce qui se passe de moins beau, il y a moyen de garder une attitude de beauté. Moi, je continue à croire dans l'homme, H majuscule, là-dessus. Au plaisir, à la prochaine émission, puis merci d'être là, en HD. Bye-bye.
Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.